Les minéraux. Saviez-vous que les minéraux existent depuis très longtemps? Déjà, dans l'Antiquité, on les utilisait beaucoup pour créer des bijoux, des outils et d'autres objets. De nos jours, on les utilise beaucoup plus pour créer des matériaux de construction et de combustible. Les matériaux de construction sont les tables brutes, comme le sable, le calcaire, le granit et le gravier. Pour ce qui est des matériaux de combustible, ils produisent de l'énergie comme le charbon et le pétrole. Lorsqu'un minéraux est mélangé à d'autres substances, cela crée une roche appelée minerai. Pour ce faire, les spécialistes doivent procéder à plusieurs méthodes pour les séparer les uns des autres. Un minerai peut contenir des minéraux industriels et métalliques. Les minéraux métalliques sont souvent ou presque toujours des métaux. Par exemple, le fer est un des métaux les plus utilisés dans le monde. Il est souvent sous forme dioxyde de fer, comme le magnétite. Celui-ci renferme jusqu'à 70% de fer. Au Québec, l'or, le fer, le cuivre ainsi que le zinc sont les métaux les plus exploités. Ceux-ci sont recherchés pour leurs caractéristiques chimiques ou physiques. Au Québec, l'amiante a été le principal minéral industriel produit. Puisque l'amiante est très toxique, de moins en moins de pays l'utilisent et c'est pour cela qu'elle cherche à diminuer. Comment un minéraux est-il formé? C'est très simple. Il existe plusieurs minéraux, dont 4000 dans la lithosphère. Ils sont tous soit des éléments ou des composés chimiques, dont la composition est soit roche ou sol. Mais pour mieux vous aider à comprendre, on va vous laisser faire une petite vidéo. Alors, comme vous l'avez vu, le quartz est formé de composés chimiques, l'oxygène et le silicium, tout comme le magnétite formé de fer et d'oxygène. Mais certains minéraux sont formés d'un seul élément, comme l'or et le diamant. Dans chaque minéral, les éléments chimiques sont placés pour constituer une structure qui prend la forme d'un cristal. Tous les minéraux possèdent quelques principales propriétés, qu'elles soient chimiques ou physiques. On identifie les minéraux par sa structure cristalline, sa couleur, son trait de couleur, son éclat, son clivage ou bien sa dureté. Mais qu'est-ce que ces propriétés veulent dire? Elles représentent la forme géométrique. On distingue 7 principales structures des minéraux, comme par exemple la lite, qui est cubique, la wulfénite, qui est tétragonale, la corindon, qui est hexagonale, la topaze, orthorhombique, la tourmaline géoboédrique, la gypse monoclinique et l'albite triclinique. Sa couleur dépend de sa composition. Couleur spécifique comme le jaune doré pour l'or. Exemple, bleu lorsqu'il y a du fer et du titane pour le saphir. Rouge avec du chrome, titane et colbate pour le rubis. Son éclat. On distingue deux grandes familles de minéraux, ceux à l'éclat métallique et ceux à l'éclat terne. Les métalliques sont ceux qui reflètent la lumière. Son clivage est la façon dont il se divise. Exemple, le mica, le graphite se détache en fines lamelles et le halite en cubes. Sa dureté est la capacité à résister à la rayure d'un objet, comme par exemple le tableau qui vous le montre. Le talc est le moins dur et le diamant est le plus dur. Le diamant, c'est le plus difficile dans le fond à rayer, puis le talc, c'est le plus facile, comme avec une mine de crayon. Le quartz, lui, c'est la porcelaine. L'apatite, qui est numéro 5 en dureté, c'est le verre, et plusieurs autres comme ça. Son trait de couleur, c'est la couleur qu'il laisse après le frottement sur un objet ou de la trace qu'il laisse. Et maintenant, est-ce que les minéraux peuvent causer problème à la planète? La problématique que nous avons choisi de vous parler est la déforestation. Plus précisément, les sables bitumineux et la déforestation boréale. De plus en plus, la déforestation est très commune. Par exemple, en Alberta, on peut y extraire du sable bitumineux pour ensuite produire du pétrole. Mais pour avoir accès à ces tonnes de sable, il faut d'abord déboiser cet endroit. C'est pourquoi, dans plusieurs années, une grande quantité de kilomètres carrés seront détruites. Une émission de gaz à effet de serre et une contamination de l'eau auront lieu. Et maintenant, parlons des horizons du sol. Les horizons du sol sont des différentes couches du sol qu'on distingue par leurs épaisseurs et leur composition. Le sol est composé d'un mélange de matières de minérales, organiques, d'eau et d'air. Au début, le sol est composé uniquement de la roche-mère, mais avec le ruissellement, le vent, le gel et le dégel, ceux-ci la désagrèvent pour former des débris, du sable, de l'argile
et des petites roches. Puis, le sol s'enrichit de ces substances grâce aux décomposeurs, bactéries, champignons, invertébrés, qui transforment les végétaux morts. Ainsi, le sol se forme de ces matériaux minéraux et organiques pour se disposer en différentes couches parallèles appelées les horizons. Pour commencer, il y a les horizons A, l'horizon B, l'horizon C et les roches-mères. L'horizon haut est une couche superficielle d'humus et de débris végétaux. L'humus est créé par la décomposition des branches cassées, du bois mort, des déjections animales. Alors l'humus est riche en éléments nutritifs et lors des pluies, ces éléments se dirigent vers l'horizon suivant. L'horizon A, aussi appelé terre arable, est composé d'humus et de particules de roche. Couleur généralement foncée ou noire, cette couche est la plus exposée aux transformations biologiques et à l'érosion. Ensuite, l'horizon B, très pauvre en humus, mais contient beaucoup d'éléments minéraux et de plus grosses particules de roche. La couleur est plus pâle ou rouille. Ensuite, il y a l'horizon C, constitué de fragments de roche et repose sur la roche-mère. Il peut être sableux, argileux ou bien dur. Puis, la roche-mère, une roche à partir de laquelle le sol se développe. Et maintenant, pour finir ce petit reportage, laissez-moi vous parler de la problématique qu'apportent les horizons du sol. Le plus acide et la capacité tampon du sol varient selon leur composition. Les sols formés de roches granites et métamorphiques du bouclier canadien sont plus particulièrement vulnérables aux pluies acides. En raison de leur faible couche de matière organique, l'horizon haut, et de leur pauvreté en minéraux basiques, ils présentent un faible pouvoir tampon qui ne parvient pas à neutraliser les dépôts acides issus des pluies. Ces dépôts appauvrissent les sols en éléments nutritifs tels que le calcium et le magnésium et provoquent une hausse de leur concentration en aluminium, un élément toxique pour l'être vivant. Ils affaiblissent les arbres, donc ils poussent moins vite et sont plus sensibles aux maladies et aux attaques des insectes. Comme par exemple, en Ontario, dans le bouclier canadien, la croissance et la productivité des forêts conifères sont en péril. Donc, comme vous pouvez le constater sur la carte ci-dessous, les parties en rouge sont les bonnes capacités tampons, tandis que les parties en vert sont les capacités tampons très affectées. La partie rouge est moins imposante que la partie verte. Donc, notre planète est beaucoup plus affectée par la capacité tampon des sols. Et c'est ce qui conclut notre capsule de cette semaine. Restez avec nous pour la prochaine capsule de la semaine prochaine.